Sean, comment ça va? Tranquillement, et toi? Très très bien. Très très bien même, et je suis content que tu sois là pour ce nouveau projet. Avant qu'on rentre dedans, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière, si tu le veux bien, et notamment en 2019, quand tu sors Mercutio, qui, moi c'est comme ça que j'entends parler de toi, et notamment via des gens qui me parlent de toi en fait, qui me disent est-ce que t'as écouté ce truc-là? Beaucoup de gens qui m'en parlent autour de moi et qui, je pense, se sont pris un peu la claque à ce moment-là, et moi du coup j'ai écouté un peu tard. J'avoue, au début j'avais pas, c'est vraiment une sorte de bouche à oreille qui arrive jusqu'à moi, et je comprends que ce projet il a marqué des gens, et notamment quand là je prépare l'interview en parlant avec d'autres personnes, c'est quand même quelque chose de Mercutio. Ouais, c'est quand même quelque chose qui représente, je pense, quelque chose pour des gens, pour une partie d'une génération aussi. Est-ce que tu te souviens de la sortie de ce projet et de ce qu'il peut représenter pour toi et pour les gens qui t'écoutent? J'ai l'impression qu'il a une saveur particulière quand même dans ta carrière et dans ta vie peut-être même. De ouf. Bah, il y a une certaine magie qui est sortie de ce projet parce que, en vrai, c'est mon premier, c'est mes premières tracks. Et je pense qu'il y a un truc de naïveté, d'innocence aussi, tu ressens que je suis jeune et que j'ai pas d'attente en vrai par rapport à ce projet-là. Et après, il y a une construction de storytelling, c'est un truc qui se faisait pas trop à l'époque. Ouais. Je pense que c'est pour ça aussi que les gens se sont pris et tout, tu vois. Mais moi, je l'avais grave bien vécu. Après, j'ai pris mon temps pour revenir et j'ai pas suivi cette DA-là, tu vois. Ouais. J'ai voulu me tester, me challenger sur d'autres trucs. Et genre, vrai de vrai, aujourd'hui, je suis un peu en train de revenir vers Mercutio naturellement. Pourquoi t'as pas suivi cette DA-là? C'est parce que toi, t'avais justement une soif de tenter des trucs, de ouf, de me dépasser, Ouais, je sais pas, Mercutio, c'était vraiment une ellipse, en fait, pour moi. Je l'ai fait très vite. Et après, quand je me suis vraiment posé sur ma musique, naturellement, je suis allé vers d'autres trucs qui me plaisaient. Quand t'as commencé à réfléchir, en fait, sur ta musique. Voilà, c'est ça. Quand j'ai commencé à réfléchir, genre, il n'y avait pas ce genre de son qui sortait. J'étais grave dans le reggaeton. Enfin, je sais pas si t'as écouté À Moitié Loup. Ouais, bien sûr. C'est beaucoup plus... À Moitié Loup est beaucoup plus solaire comme projet par rapport à Mercutio ou par rapport à celui-ci. Plus léger, en vrai. Ouais, exactement. Parce que Mercutio, j'avais pris le temps d'écrire. C'était des textes que j'avais depuis longtemps. Et À Moitié Loup, j'enregistrais... Enfin, j'écrivais pas. Ouais, c'est dans le truc du moment, quoi. Ouais. Studio, j'écrivais là-bas. J'écrivais même pas, en vrai. Sur À Moitié Loup. Quand tu sors Mercutio, qui, effectivement, ça sort, pour moi, ça sort de nulle part à ce moment-là. Je te connais pas. Et c'est plus qu'abouti, tu vois, sur les prods, sur toi, sur l'écriture aussi. Est-ce qu'à ce moment-là, t'écris, tu rappes depuis longtemps? Parce que je dis, c'est vrai que c'est ton premier projet. Même si t'avais des textes depuis longtemps, peut-être que tu l'as fait rapidement. Tu rappes depuis longtemps, parce que je crois que sur le projet d'ailleurs qui sort là, tu dis que tu rappelles à l'âge de 13 ans, je crois, quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre tes 13 ans et entre Mercutio? T'as sorti des choses avant qu'on connaît pas, t'as bossé, qu'est-ce que... Non, il y avait les open mic, en vrai c'était la bonne période de ça, tu vois. J'allais beaucoup en open mic, les freestyle Atlantide, dans le parc là. Mais Mercutio, c'est une couleur que j'avais même pas expérimenté avant de la faire. Ouais, c'est ça. C'est vraiment de la recherche. Et on était sur le Formant, on faisait pitcher des voix. J'avais découvert Frank Ocean, je crois, 6 mois avant, tu vois. Donc, j'étais dans cette ride-là. Mais avant, j'ai commencé tôt, mais j'ai jamais pris ça au sérieux. C'était vraiment pour amuser la galerie. Je pense que j'ai vu que les gens me trouvaient bon, du coup, j'étais en mode... Oui, toi, tu n'avais pas ce projet-là d'être un artiste, genre quand tu sors? Pas du tout. C'était pas du tout ma vocation à la base. C'était quoi ta vocation à la base? Ma vocation à la base... Si tant est que t'en avais une, mais... J'en avais pas, gars. C'était vraiment je découvrais le terre, les meufs, j'avais arrêté le foot. Du coup, la transition, elle s'est faite vite. Moi, j'étais à fond dans le foot, quand j'étais petit. T'avais ce rêve-là de... en plus, tu parles de tes rêves d'adolescent, je crois que c'est sur le projet d'avant. Mais c'était ça, ton rêve d'adolescent, c'était être un footballeur... Ouais, vraiment. C'était qui les footballeurs qui te faisaient kiffer quand t'étais petit? Pauletta, frère. Ah ouais? C'était le gars. Le gars. J'avais ses maillots et tout, j'en avais 3. Flock et Pauletta. J'avais un gros poster. Mon gars... c'est incroyable. La légende. La légende. Justement, quand on découvre, il y a effectivement cette musique-là, cette proposition-là, et il y a aussi les visuels. Je pense qu'il faut qu'on en parle, comme ça après on peut parler d'autres choses, parce que je pense que c'est super important quand on te découvre, en tout cas moi quand j'ai découvert aussi pareil, c'est la musique et les visuels. En vrai, c'est des bonnes rencontres, je pense, au début. Après, j'ai toujours voulu faire des beaux clips, mettre un peu d'acting et tout dans mes visuels. Et il y a un truc où j'ai toujours voulu réaliser. Pas forcément que des clips, mais... Des films?
Ouais, des films. Les films d'animation aussi, j'adore, tu vois, parce qu'il y a un truc encore plus créatif. Ouais, tu peux les séparer, bien sûr. Tu vois, pour moi, c'est l'art suprême. Ok. Vraiment. Mais non, je sais pas, ça s'est fait naturellement. Après, je trouve qu'un clip, c'est toujours bien parce que ça sublime une chanson. Après, pas toutes les chansons sont vouées à être clippées pour moi, tu vois. Genre, il y a des chansons qui donnent assez d'images pour ne rien mettre comme un livre, tu vois. C'est genre, tu laisses l'auditeur faire ses propres images. Et non, c'était pour sublimer et aussi amener mon univers aussi très singulier et qui m'appartient. Ouais, pour l'expliquer aussi aux gens, peut-être pour voilà. Ouais, ok. Tu sais, en France, il y a un problème d'identification un peu, surtout avec moi. Donc, je passe par le clip pour m'exprimer aussi d'une autre manière avec un autre médium. Quand tu penses à quoi quand tu parles de problème d'identification? T'as l'impression que les gens, ils ont du mal à te situer, à comprendre où tu es exactement? Ouais, c'est ça, parce qu'ils ont besoin de te mettre dans une case absolument. C'est pas forcément un problème, je pense que c'est humain, tu vois. Mais du coup, j'avais besoin de l'affirmer par des visuels, tu vois. C'est quoi? Est-ce que t'as un film d'animation préféré? La plupart des Miyazaki. Ouais, Miyazaki. Je me prends de fou. Ok. Ponyo, Le Château dans le ciel, Château ambulant. Ok. Sur ce projet, album, on peut dire album? Je sais plus, moi. Mixtape. Non, mixtape, tu dis mixtape. Mon premier album, il sera certifié. On dit mixtape, alors. Tu dis, je me réveille à peine d'une sieste longue où 2 ans sont passés comme un dimanche. Et c'est vrai qu'il y a une forme, je sais pas, en tout cas, si je parle de, pas ta vie privée, mais de la partie artistique, peut-être de pause, en tout cas, de pause. On t'a un peu moins vu pendant un certain temps et on a un peu un sentiment de retour, même quand t'as envoyé le premier single, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans? Est-ce que t'as fait beaucoup de musique ou est-ce que t'en as peu fait, justement? Est-ce qu'il y a aussi eu quand même le Covid à un moment, enfin, bon, même si ça commence à dater, mais qui, je pense, on s'était vu, exactement, on avait fait un live pendant le Covid, mais qui, je pense, pour les artistes, c'est quand même quelque chose, surtout un artiste qui venait de commencer comme toi. Ça peut être un truc en mode, bon, c'est bon, j'arrête, en fait. Tu vois, c'est trop compliqué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, toi, ces dernières années et notamment avant la création de ce projet? J'ai continué à taffer de fou et je voulais vraiment arriver avec un projet cohérent qui me représente dans le sens où l'éclectisme dont je te parlais, d'aller un peu à droite à gauche, je voulais l'enlever et faire vraiment un projet cohérent de A à Z. Radical un peu. Ouais, en vrai, ouais. Et que s'écoutant une fois. C'est vraiment, je pousse les gens à l'écouter de A à Z, prendre 35 minutes et se le mettre, tu vois. Mais après, le nom du projet, il veut tout dire, tu vois. C'est le processus, c'est où est passé The Dog tout ce temps. Et du coup, c'est le processus qu'on a eu pour arriver là, tu vois. Sur le titre du projet, je me suis dit, oui, t'es parti, mais est-ce que t'as eu l'impression de t'être perdu aussi à un moment? Parce que quand on rentre dans tes textes, il y a on sent que tu t'es posé beaucoup de questions sur toi, sur ton comportement, avec les gens, tu sais, tu te remets beaucoup en cause, sur les gens que t'as pu décevoir, sur toi, t'as pu même te décevoir toi, sur tes relations amoureuses. Et dans le Où est passé ce dog, il y a peut-être aussi, est-ce que toi, t'as l'impression à un moment de t'être perdu toi, le jeune homme que t'étais, tu sais, il s'est passé des choses en 4-5 ans. Oui. Est-ce qu'il y a eu ça aussi ou pas du tout? Ouais, c'est où est passé mon insouciance, tu vois. Où est passé The Dog, c'est j'ai grandi en vrai, tout simplement. J'ai pris conscience de certaines choses et je pense que c'est un travail qu'il fallait que je fasse pour pas me perdre davantage et pour arriver avec une musique dont je suis fier, tout simplement. Tu vois. Ça t'a fait peur, c'est un peu, de perdre cette insouciance-là? Au début, ouais, c'est pour ça que j'ai mis une pause, tu vois. En fait, je suis arrivé à un moment où je pense que la plupart des artistes ou des labels auraient dit à leur artiste, genre, vas-y, sors 5 projets cette année, c'est ton moment. Et en fait, j'ai fait tout l'inverse. J'ai vraiment pris mon temps. Je me suis enfermé dans ma chambre avec un gars à moi, Zio, qui m'a beaucoup aidé sur le projet. Et on a écrit plein de chansons, en fait. Et c'est lourd parce que le processus a grave changé. C'est que maintenant, je construis des chansons avec des musiciens autour de mes textes. Alors qu'avant, c'était vraiment, j'allais au studio, je recevais des palettes de prod. Et t'improvisais ou tu... Voilà, juste, je raidais. Tu sais, pour moi, studio, c'était un peu... La fête. Ouais. Voilà, j'allais vraiment en live. Et du coup, là, c'est pour ça aussi qu'il y a plus de chansons à thème. Tu vois, où je parle soit de société, soit de ma famille, soit d'état d'âme. Il y a plein de sujets, mais traités par chanson. Oui, c'est aussi ce qui frappe, je trouve, sur ce projet-là. Notamment si tu le compares à Moitié Loup, tu l'as dit, il était plus léger. Ce qui n'empêchait pas d'avoir des morceaux qui étaient chauds, mais il était plus léger. Là, je trouve qu'il y a, comment dire, plus de substance.
mais aussi plus de substance. Non, mais tu vois, il y a un truc en tout cas plus deep, je trouve, dans ce que tu racontes, mais aussi plus radical. C'est-à-dire que, tu vois, je trouve que sur À Moitié Loup, il y a plein de morceaux qui peuvent ressembler à des singles. Tu vois. Là, je dis pas qu'il y en a pas, mais tu vois, j'ai l'impression que par exemple, le morceau le plus entraînant, c'est Lève ton doigt. Sur scène et tout, je pense que ça va être la folie, mais c'est pas un single au sens où on le fait aujourd'hui. J'ai l'impression que t'as pas essayé de coller à quelque chose. Tu vois, au contraire, t'es allé encore plus loin dans ce truc-là. Tu vois, t'as pas essayé. Je dis pas que t'as essayé sur À Moitié Loup. Je pense que c'est juste ce que t'écoutais à ce moment-là. Exactement. Mais là, t'es allé. Tu vois, il y a très peu de compromis. Je me suis fait confiance en fait. Ouais. En vrai, je me suis fait confiance. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de volonté de faire un single qui tourne en radio et tout. Ouais. Après, peut-être qu'il y en aura un. J'en sais rien, mais. Oui, je l'espère aussi. Hein, mais ouais, non, Lève ton doigt et tout, c'était des prises de risque que j'avais envie de prendre en vrai. Ouais. Et en vrai, je suis content de les avoir prises. Tu t'es posé beaucoup de questions sur ces morceaux-là, en tout cas en studio, parce que tu dis que tu as une nouvelle manière de bosser. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de questionnements sur quel morceau, comme tu voulais un truc cohérent, quel morceau, justement, mettre dans le projet? Bah, la réflexion, elle s'est faite après. J'ai fait pas mal de sons. Okay. Genre vraiment beaucoup, en 1 an et demi. T'as le temps, si tu travailles un peu tous les jours. Travailles, ouais, bien sûr. J'ai fait vraiment... Et la réflexion, elle était de choisir les bons morceaux et d'avoir une palette quand même qui se suit, tu vois. Ok. De 12 titres. Je voulais 12 titres. Et du coup, ouais, on a eu du mal à choisir. Pourquoi tu voulais 12 titres? Parce que je devais 12 titres à mon label. Donc, c'est uniquement pour ça? Non, il y a aussi un truc de pas trop en donner, mais quand même, tu vois, je trouve que 12, c'est un... Tu voulais pas faire de projet trop long? Ouais, voilà. Ouais, ok. Pas trop long, pas trop court. C'est ce qui me représente. C'est quoi ton The Dog, et même on te voit dans des clips avec des chiens, quel lien tu as avec cet animal? Alors, le chien ou vraiment le dalmatien? Bah les deux. Est-ce que c'est le chien ou est-ce que c'est le dalmatien justement qui te... Bah le chien, je le vois un peu comme tu sais, mon animal totem, genre qui voit des choses qu'on ne voit pas. Donc moi, c'est ce que j'essaye un peu de chanter, d'écrire dans mes chansons, tu vois, l'indicible. Et du coup, ouais, un chien, ça t'accompagne aussi, tu vois, tout au long d'une vie, un peu comme ma musique. Et le chien, ouais, il aide, tu vois, genre pour les aveugles, pour la drogue, qu'il aide d'autres. Maintenant, il cherche le cancer. Je sais pas si t'avais vu ça. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ouais, voilà, c'est l'indicible. Ok. Ce qu'on ne voit pas forcément. Ouais. Ce que moi, je vais aller chercher en vivant, parce que je pense qu'une grosse partie de mon métier, c'est de vivre des choses avant de les raconter. Du coup, vraiment, je vais aller voir les hautes sphères. Après, je vais aller voir la crasse, le mid. Et je vais essayer de raconter ça et faire un panorama d'une génération, tout en étant un chien, tu vois. Justement, Et le dalmatien, du coup, pourquoi le dalmatien? Pourquoi le dalmatien? Pour Cruella, frère. En fait, je me suis repris le film avec Emma Stone. Et moi, c'est avec Emma Stone, ouais. Genre de mon enfance. Il est lourd, ce film. Il est bien, ouais, mais il y en avait un. Moi, mais parce qu'on n'a pas la même génération. Moi, quand j'étais petit, il y en avait un avec Glenn Close et sans un dalmatien. Je crois qu'il y a 2 parts dedans, bref. Bon, mais celui avec Emma Stone, il est pas mal. Hein. Celui avec Emma Stone, c'est un bon film, en vrai. Le seul problème, c'est que les chiens, ils sont pas réels, quoi. Mais ça, c'est le problème de plein de films maintenant, moi, je trouve. Tu vois, ça casse les couilles. Sans faire le vieux con. Mais je trouve qu'il y a un truc qui rend les films laids. Tu vois. Gros, mettez des chiens, quoi. Bah voilà, c'est pas si compliqué que ça. Tu vois. En vrai, ça existe. Tu vois. De ouf. Et du coup, ouais, non, c'est cette image qui me rappelle mon enfance. Et aussi, elle me faisait peur, tu vois. Elle me faisait peur. Et moi, c'est un peu ce que j'essaye, là. C'est de faire peur. Ouais. À l'industrie, à mes semblables. Ouais. C'est de mettre un peu une gifle. T'as pas genre, envie réveillez-vous, tu vois. Ok. Enfin, c'est juste un sentiment de... Enfin, c'est même pas un sentiment, c'est juste ouvrons les yeux tous en même temps. Et en vrai, je sais que c'est difficile avec les réseaux sociaux, tu vois, qui nous donnent un flux continu d'informations. Et limite, ça nous empêche de réfléchir, tu vois. Parce qu'on voit dinguerie sur dinguerie. C'est clair. Et du coup, ouais, il y a ces chansons-là où j'essaye un peu d'être pas moralisateur, parce que c'est pas mon travail, mais juste de venez, on se réveille ensemble, on est une génération qui doit s'impliquer, tu vois, et qui a des responsabilités presque partout. Tu vois. Quand tu dis que tu veux faire peur à l'industrie, etc., est-ce que c'est aussi parce que tu as l'impression que l'industrie te regarde bizarrement? Quand je parle d'industrie, je parle au sens large. Tu sais, en plus, tu sais, maintenant, notamment dans le rap, parce que tu fais du rap, il y a beaucoup, comment dire, finalement, de genres de rap différents
au sein de cette musique-là. Et tu sais, avec des chapelles parfois. Dans ces genres-là, des gens qui peuvent te dire, mais en fait, lui, par exemple, comment il est habillé, c'est pas un rappeur. Tu vois, tu dois avoir ce genre de critique-là. En tout cas, on en entend. Est-ce que ça aussi, c'est un truc qui te dérange? Au contraire, tu dis non, j'accentue ce truc-là et moi, justement, je veux presque provoquer ce genre de choses et vous, tu vois, c'est aussi un moyen peut-être de bousculer les gens. En vrai, moi, je m'en bats les couilles. Hein. Ok. Genre, qui vient de me dire que je suis pas rappeur. Enfin, je sais pas qui peut me dire ça, tu vois, parce que mais tu peux entendre ça, ce genre de choses. Ça existe en tout cas. Oui, vois. Ça existe. Il y a des cons partout, tu vois. Ouais. Mais ouais, non, je suis en super vilain, tu vois. Un peu comme MF Doom, tu vois, quand il a une revanche à prendre. Bien sûr. C'est un peu la même menta, quoi. Ok. C'est quoi la revanche que t'as à prendre, du coup? Sur quoi? C'est sur l'industrie. Sur le fait que il m'est pas mis là directement, tu vois. Mais non. Non, mais en vrai, t'en veux à l'industrie? Tu penses que c'est la faute de l'industrie ou est-ce non, que j'en veux à personne. J'en veux à personne. Juste, j'ai envie de ramener ce que j'ai ramené dans la musique française. Et juste, il n'y a personne qui va m'en empêcher. C'est tout, tu vois. Ouais. Quand tu dis ça, c'est aussi parce que est-ce que tu as l'impression, par exemple, que comment dire, c'est peut-être aller moins vite pour toi que pour d'autres, ou en tout cas parce que tu dis on aurait dû me mettre là directement. Tu penses que c'est plus long pour toi? Tu penses qu'il y a des choses qui ont freiné une potentielle ascension chez toi? Il y a le confinement. Ouais. Après, tout en restant humble, papa est de retour. Tu vois. Voilà. Ce que tu veux dire par là, est-ce que tu as l'impression d'être, moi je vais le dire plus modestement, parce que je suis pas un rappeur, mais est-ce que tu as l'impression d'être arrivé un peu trop tôt sur ta case? Ta case, c'est un peu, comment dire, grossier, parce que on l'a dit, tu fais des choses différentes, mais en tout cas sur la musique que tu as fait sur Mercutio et que tu fais aussi sur cet album-là, en réécoutant Mercutio, je me suis dit, quand même, il y a tout un pan, je trouve, notamment d'une nouvelle génération de rappeurs qui finalement font quelque chose. Je dis pas qu'ils t'ont plagié ou quoi, c'est pas ce que je dis. Mais toi, c'est de la musique qui peut ressembler à ça, notamment dans les thèmes, notamment dans le côté, tu sais, très brut. Le côté même parfois, le fait de chanter son mal-être aussi. Tu vois, que toi, t'as fait dès le début et qui maintenant est très présent dans le rap. Est-ce que t'as le sentiment d'avoir été là un peu tôt, peut-être trop tôt par rapport justement à l'industrie? Non, après, je pense que tout ça, c'est écrit. Hein. Si je devais arriver à ce moment-là et que je devais faire tout ce chemin pour aujourd'hui être devant toi et pouvoir raconter ce que j'ai vraiment envie de raconter. C'était comme ça. C'était comme ça. Et franchement, je donne ma force à tous les jeunes qui essayent de faire ce truc aussi, tu vois. Ok. Tu parles beaucoup de toi, beaucoup de tes relations avec les gens, avec les femmes aussi. Mais ça a toujours été important, les femmes, chez toi, je trouve. Oui. Non, c'est vrai. Tu parles de ça et t'en parlais. Et je trouve qu'il y a un truc à changer, c'est que, effectivement, sur les projets précédents, parfois, tu pouvais parler de choses de manière très légère. Là, c'est plus sérieux. Il y a un respect de la femme. Ouais. Dans mes chansons, je pense. Et c'est juste que mes relations personnelles ont changé aussi. Ouais. Tu vois, ma situation, elle a changé. Ouais. Donc, c'est sûr que dans mes chansons, je vais pas mentir en disant il y a une bitch à ma gauche, une bitch à ma droite. Ouais, alors qu'il y a une meuf que je regarde dans les yeux, tu vois. Mais j'ai l'impression aussi que ça t'a fait du coup peut-être réfléchir sur des erreurs que t'as pu faire. Enfin, erreurs, en tout cas, juste des moves que t'as pu faire. En tout cas, je les raconte. Ouais, c'est ça. Après, je pense que c'est des trucs qu'on passe tous par ce genre Bien sûr. d'état, tu vois. D'état d'âme. Ouais. Est-ce que c'était compliqué de se regarder dans le miroir? Parce qu'à un moment, tu dis, j'ai passé... C'était quoi? Toute la journée à éviter ces miroirs. Je trouve cette phrase incroyable d'ailleurs, mais est-ce que parfois c'est compliqué de se regarder vraiment dans le miroir? Non. En fait, quand je dis ça, c'est plus les miroirs, ce que t'as là, tu vois. Okay. C'est plus les téléphones, genre. Après, ça a un double sens, hein. Chacun se fait ses propres images. C'est pour ça qu'on l'a pas clippé aussi. Ok. Ouais. Mais ouais, non, je parle plus des bigots, en vrai. Ok. T'en as marre? Ça te saoule? C'est un truc qui te... Ouais, ça me rend fou. Ouais. Même en concert et tout, les gens comme as. J'ai l'impression que il y a un truc qui a changé de fou, genre. Même si moi, j'ai grandi avec le bigot. Oui, toi, c'est ta génération à fond. Voilà, de ouf. J'avais l'iPod Touch quand j'étais petit. Mais je sais pas, il y a une relation qui a changé où vraiment tout le monde passe ses journées sur ça. Et je t'ai dit encore, c'est ce flux d'infos là qui me fait mal à la tête, gros. Tout simplement. Est-ce qu'il y a Dinos qui fait ses concerts sans téléphone? Est-ce que c'est un truc qui te parle? Je dis pas que tu voudrais faire la même chose, mais est-ce que t'aimerais bien, toi, en tant qu'artiste, faire un concert devant une salle, des gens qui sont pas comme ça pendant 1 heure?
Oui, mais je pense naturellement. Tu vois, s'ils ont envie de... Oui, t'aimerais que les gens juste changent, en fait, toi. T'aimerais pas les forcer. C'est ça, exactement. Ouais. En fait, de les forcer, c'est qu'il y a un petit peu, il a payé sa place, je sais pas combien pour te voir, c'est peut-être... Après, il l'a annoncé avant la tournée, je crois. Oui. Je crois que, tu vois, c'était cash là-dessus. En vrai, la démarche, elle est cool. Mais je pense pas que c'est comme ça qu'on va changer les choses, tu vois. Oui, les gens vont pas arrêter de filmer les concerts pour ça. Ouais. Après, les soirées sans bigot, c'est un thème. Ouais, genre les soirées entre potes et tout comme ça. Tu poses ton bigot dans une cage. Ouais. Bah, ils font ça quand il y a des restats, tu vois. Oui, exactement, pour pas que les gens fassent de story, des trucs comme ça. Ouais. Quand il y a shot dans une pièce, range ton bigot. T'as envie d'être ce genre de pop star? Est-ce que c'est un truc qui te fait rêver ou pas? Plus trop maintenant. Mais je l'ai beaucoup idéalisé. Ouais, c'était un dream d'enfant, en vrai. Ouais. C'était qui les pop stars qui te faisaient rêver quand t'étais enfant? Enfant, non. Enfin, petit en tout cas, ou ado, je sais pas. Au début, là, moitié loup, Bad Bunny, tu vois. J'étais vraiment dans la bad benance. Ok. Qu'est-ce qui a changé du coup? Qu'est-ce qui fait que tu n'idéalises plus ça? Bah, c'est que maintenant je me projette avec ma personne, tu vois, et j'ai envie de devenir la personne que j'aspire à être. C'est juste ça, je pense. Ouais. C'est vraiment de devenir la pop star que moi je suis. Ouais. Tu disais que t'avais... Pardon? Rockstar. C'est quoi la différence? Bah, c'est une différence de genre, hein, je pense. Ouais, mais tu fais pas de rock. Je fais pas de rock, mais je tends à pousser plus vers le rock que vers la pop. Dans la musique ou dans l'énergie? Ok. Je te parle d'énergie vraiment. Ouais. Tu vois, un truc un peu... j'en ai rien à foutre, tu vois. Je comprends. Quand tu disais que pendant 1 an et demi, quand même, t'as bossé, t'as fait plein de morceaux, mais tu disais aussi, pour raconter les choses, faut que je les vive. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait à part faire de la musique pendant 7 ans et demi? Est-ce que justement, comment t'as vécu? Comment t'as pu nourrir aussi ce qui fait ce projet aujourd'hui? Est-ce que t'as voyagé? Est-ce que t'as... J'ai pas trop voyagé. J'ai vraiment ridé Panama à fond. Ok. J'ai beaucoup traîné. Ouais. T'es un traînard? Je suis un ancien traîneur. Ok. Ouais. Et maintenant, je me mets au training, tu vois. Ok, ah ouais. Je suis dans un autre c'est un autre mood, là. Ouais, de ouf. Tu traînais où? Enfin, quand tu dis traîner, c'est quoi? C'est des soirées, c'est bouger, c'est... Ouais, bah, la journée un peu dehors. Et ouais, j'ai fait pas mal de... J'ai beaucoup ridé, en vrai. Ok. Ça aussi qui ça m'a nourri, ouais. Rencontrer des gens qui viennent pas forcément du même milieu que moi. Ouais. Qui ont d'autres pensées et avis politiques. Ouais. Enfin, politique, c'est un grand mot, mais juste de manière de voir la vie, tu vois. C'est important de voir les philosophies de chacun et de les comprendre pour faire ce métier, je pense. Sur la partie politique, justement, je pense que ce serait... Je sais pas si t'es un rappeur politique, mais en tout cas, tu dis clairement, en tout cas, contre l'extrême droite, tu vois. Ce qui, dans le rap actuel, est notable, puisqu'il y a parfois des liens... assez bizarre, parfois entre certains artistes ou même entre le public et toi en tout cas tu le dis clairement dans ta musique. Nique un facho. Ouais, voilà. Oui, c'est le nom d'un morceau. Ouais, c'est ça. Ouais. Nique un facho parce que voilà, je vais être clair sur ça, tu vois. Que s'il y a des fachos là aujourd'hui qui te suivent, qui me follow, qui me suivent, genre arrêtez tout de suite. Ouais, ça te dérange que des gens... Ça me dérange de fou que les gens s'approprient parce que je parle beaucoup de moi et qu'ils puissent s'identifier à moi. Ouais. Non, moi je lutte contre ça, tu vois. Pour moi, c'est un combat vraiment qu'il faut avoir. Même avec Aya, là, ce qui s'est passé, c'est un truc de fou. Ouais. Hein, que Génération Identitaire, ils puissent encore avoir cet impact-là dans le débat sociétal, c'est lunaire. C'est hardcore. Ouais. C'est pour ça que des fois, la violence, ça peut avoir... Tu penses? Ouais, moi je pense que... En tout cas, grosse force à tous les antifas de Paris, tu vois, qui font un combat dans l'ombre et qui sert, je pense. Est-ce que justement, ce que tu dis là, tu penses que... Je te parle pas de critiquer le reste du rap ou quoi, mais est-ce que tu penses que c'est un propos qui n'est plus assez dit? En tout cas, que les rappeurs ne tiennent plus assez ce truc de... On doit être... C'est dans l'essence du rap, d'être anti-facho, d'être anti-raciste. Est-ce que tu penses que ça se perd un peu? Ouais, je pense, parce que... Aujourd'hui, le rap, c'est la nouvelle pop, tu sais. Ouais, donc il y a tout le monde qui en écoute. C'est politiquement correct, oui. Il y a tout le monde qui en écoute. Et c'est très... c'est politiquement correct. On parle de... de la vie de tous les jours, en fait, de trucs. Ouais. Mais c'est la pop. Parce que le rap est de droite maintenant, frère. En vrai. C'est vrai. Pas tous. Il y a des gens de gauche, tu vois. Mais tu vois, mainstream. Donc,
Voilà, j'ai rien à rajouter sur ouais, ça. bah, tout est très clair. Revenons sur toi. Tu dis quelque chose, parce que encore une fois, il y a une vraie, je pense, forme d'introspection dans cet album. À un moment, tu dis, j'ai fait un cauchemar où je perdais ma dentition. Sache que ça m'a parlé parce que c'est un de mes cauchemars récurrents. Hard. C'est terrible. T'as les dents là qui restent là, dans la bouche, dans ton rêve, ou elles sont là où... Moi, elles tombent une par une, ça dépend. Ça dépend. Bon, du coup, je me suis renseigné. Ouais. Bah, alors moi, ce que j'ai trouvé, bon, j'ai pas cherché. Je suis allé en résultat 1, page 1 de Google. Il y a sûrement plus poussé que ça. Mais donc, cette angoisse et ce sentiment morbide sont fondés sur une réalité précise, une grande fatigue, un état de faiblesse et de vulnérabilité. Et du coup, l'inconscient du rêveur anticipe la situation. Si l'énergie décroît, alors il y a une altération au niveau des dents. Est-ce que tu avais la même signification à peu près ou Ouais. Mais en fait, il y a plein de trucs. Oui, en vrai, ouais, parce que j'avais lu d'autres choses aussi. Ça dit proche, ça dit plein de trucs différents. Qu'est-ce que ça t'évoque, ça, en tout cas? Est-ce que tu as l'impression que ces rêves-là, ces cauchemars, plutôt, ils arrivent quand justement tu te sens plus vulnérable, plus fatigué? Est-ce que c'est ça aussi? Parce que tu as essayé de décrypter, justement. Parce que moi, ça m'a parlé, parce que c'est vraiment un truc que j'ai un peu moins maintenant, mais que j'ai beaucoup eu à un moment, ce cauchemar-là. Et c'est horrible. Moi, en fait, c'est quand je le rêve et que je me réveille le matin, je me dis, ah ouais, il y a un truc qui va pas, tu vois. Mais en vrai, j'ai du mal à me trouver triste ou quoi, tu vois. Dans la vie, je suis pas trop triste. C'est juste quand je vais vraiment, essayer de comprendre d'où vient ce genre de petits problèmes, tu vois. Mais avant que je le fasse, je sais pas que je suis pas bien, tu vois. Mais je trouve ça, c'est intéressant parce que tu dis que t'es pas trop triste dans la vie, tant mieux déjà. Mais dans ta musique, il y a une vraie forme. Il y a une forme. En tout cas, sur ce projet-là. Il y a une vraie forme de tristesse, de mélancolie, où à un moment, je me suis même dit, mais est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il y a des choses qui le rendent heureux? Après, je te connais pas dans la vie privée. Et là, encore une fois, la musique, et puis j'en parlais dans une autre émission, la musique, c'est aussi une esthétique. T'as le droit d'être le mec le plus heureux du monde, mais de vouloir faire une musique qui est plus sombre, parce que c'est ce que t'as envie de faire artistiquement, tu vois. Ça, c'est des choix aussi artistiques. En fait, je trouve que faire des chansons très solaires et des belles chansons, c'est grave chaud. Beaucoup d'artistes disent ça, ouais. Genre, il n'y a pas beaucoup de belles chansons. Il y en a plein. Oui, mais c'est dur à faire pour toi. C'est très dur. Ouais. J'arrive pas encore, tu vois. J'ai essayé. Hein. Ouais. Alors que parler d'un mal-être, c'est plus naturel pour toi. Ouais. De ouf. Parce que aussi, c'est une sorte de thérapie, tu vois, d'exutoire où ça coule. Ça va trop vite, tu vois. Ouais, mais c'est marrant parce que tu dis ça coule, mais je trouve que toi, quand tu le fais, t'arrives à éviter les poncifs de ce genre d'écriture où, en plus, maintenant, je trouve qu'on en a beaucoup. Moi d'ailleurs, ça me fait chier. Hein. Moi aussi, en vrai, ça me fait chier. Parce que je trouve qu'il y en a beaucoup. Mais quand tu dis des trucs, si j'essaie de virer le monstre qui vit encore en moi, etc. Il y a un truc. J'ai passé le reste de la nuit à oublier. Pour moi, c'est des choses en fait où on sent que j'ai l'impression en tout cas que tu le vis vraiment. Donc il y a quand même quelque chose qui me semble authentique dans ton écriture. Donc tu dis que ça coule tout seul, mais pourtant, moi j'ai l'impression que c'est t'as fait en tout cas, tu vois. Mais peut-être dans ton écriture, je parle. Oui, bien sûr. Ouais, je prends du temps pour écrire mes textes maintenant, ouais. Après, comme t'as dit, moi, le rap dépressif, j'écoute pas ça, quoi. Ok. Juste... Et je trouve pas que ça soit vraiment du rap... Enfin, tu vois, mon dernier projet, je raconte pas que mes états d'âme. Je raconte aussi une génération. Ouais. Et des fois, Il parle pas que de toi, ce projet. Voilà, c'est ça. Et... Donc, en vrai, moi, je vais bien, tu vois. Il n'y a pas de souci à faire, Mehdi. Tant mieux. Mais t'as l'impression que ta génération va mal. C'est même pas une impression, je pense que c'est une réalité. C'est le cas. Ouais, de ouf. En plus, on est dans un confort constant. On voit même plus ce qui se passe autour, tu vois. Parce que on prend ça à la légère. Ouais. Est-ce que ce confort-là, justement, le confort en règle générale, ça te fait flipper? Tu parles du confort à un moment, j'ai plus la phrase exacte, mais est-ce que ça t'angoisse, le confort, justement, le confort d'une relation, le confort... je sais pas, d'un travail carré. Est-ce que c'est des trucs que tu fuis un peu, ça? Toi, est-ce que tu les fuis? Moi, je suis en train de me poser des grandes... Mais on n'a pas le même âge. Moi, j'ai longtemps cherché. Et là, je suis à un moment de ma vie, et moi, je vais avoir 38 ans, où justement, je me dis, est-ce que c'est pas le moment de... Comment dire? De se remettre en situation de difficulté, entre guillemets. Faut prendre les mouse parties. Non. Je parle pas de ce genre de difficulté. Mais non, mais c'est des vraies questions. Parce qu'en fait, tu vois, le confort, je pense que c'est bien, en vrai. C'est un but, à un moment, d'être confortable, de mettre bien les gens que t'aimes, etc. Moi, je suis dans cette recherche, tu vois. Mais à un moment, le confort, il peut aussi être
si t'es trop confortable, est-ce que tu te challenges encore en tant qu'humain? Est-ce que t'es encore épanoui? Est-ce que c'est des questions, je pense, que tu t'es amené à te poser pour te re-challenger. C'est ma réponse. En fait, moi, je parlais pas du même confort parce qu'il y a ce truc de trouver la personne avec qui tu vas partager ta vie, qui sont des conforts très agréables. Bien sûr. Et je pousse tout le monde à faire ce genre de démarche, tu vois, de recherche. Mais moi, je te parle vraiment du confort de notre société où on est. Ouais. Tu vois, où t'as l'impression que les grands puissants nous mettent de plus en plus dans un confort. Encore, on parle des réseaux sociaux, c'est ça. C'est vraiment. Ouais, non. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui disait il y a pas longtemps que là, en fait, la misère, elle existe toujours, juste elle est un peu modernisée. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, effectivement, qui galèrent dans leur vie, mais effectivement, ils ont Internet, ils ont tu vois, une belle télévision, ils ont des moyens de s'échapper. Ouais, t'as ce sentiment-là que finalement, ça va, alors qu'en vrai, tu galères, mais t'as un beau téléphone, t'as des belles baskets, tu vois, il y a un peu ce truc-là, quoi. Ouais. Je reviens sur les femmes. Parce qu'à un moment, tu dis, t'es la plus belle des femmes après ma mère et mes sœurs. Est-ce que, justement, cette relation-là avec ta famille, tu disais qu'effectivement il y a un respect des femmes dans ta musique, est-ce que ça devient aussi de là? Est-ce que tu as une forme de grande proximité avec ta mère, tes sœurs? Est-ce que ça t'a influencé même dans ta manière d'écrire, de raconter ces histoires-là, de faire ta musique? Est-ce qu'elles écoutent ta musique? Quel lien t'as avec elles aujourd'hui? J'ai un lien très fort en vrai. J'ai grandi presque qu'avec des femmes. Ok. Donc c'est sûr que ça a dû avoir un impact sur ma musique. Après, je m'en rends pas vraiment compte, tu vois. Ok. Juste c'est toi, en fait. De l'inconscient, ouais. Est-ce que c'est compliqué de se construire en tant qu'homme quand justement t'as peut-être pas eu de non, modèle? Au contraire. Mais non, il y a mon daron, tu vois. Ok. Il y a mon daron. Mais non, c'était très, très cool de se construire en tant qu'homme. Ok. Je pense que même ça te peut, tu vois, d'avoir des grandes sœurs. Moi, j'ai 2 grandes sœurs, en vrai. Ouais. Elles te mettent en garde sur plein de choses, tu vois. Ok. Que tu peux faire et que après tu regrettes. À un moment, tu dis que tu veux une Avril Lavigne. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, Avril Lavigne? C'est rare que non, mais généralement, c'est pas, on dit je veux une Rihanna, tu vois, ça. Un peu cliché d'ailleurs. Je veux une Rihanna, je veux une Beyoncé, t'as dit je veux une Avril Lavigne. Ça m'a surpris. Qui d'ailleurs, elle était pas en couple avec Tyga à un moment? Je sais pas, sûrement. Je crois qu'il y a eu ça, je crois. Mais c'était un fantasme d'adolescent, de gamin? Non, c'est juste l'image d'une meuf qui monte les marches de Cannes avec moi, tu vois. Ah. Ok. Une meuf qui fait des choses. Et pour toi, c'est Avril Lavigne? Je m'exprimerai pas sur ça. D'accord, très bien. Très bien. Tout à l'heure, on parlait un peu, tu sais, d'ailleurs, c'était hors antenne, mais tu sais, on parlait un peu comment dire, des vices qu'on peut avoir. Toi, je trouve que tu parles aussi beaucoup quand même notamment des vices que peut avoir comme la weed ou comme l'alcool, tu vois, sur le cerveau, sur les relations qu'on peut avoir avec les gens. Je pense que ça m'a fait perdre quelques neurones déjà. Ouais. mais en soi, après, c'est même juste de voir des gens vraiment sombrer dans ça. Ouais. Dans la gueudreau ou dans l'alcool, dans la fête, ouais. dans la nuit, tout simplement, ouais, tu vois. C'est des choses qui sont très fortes au final parce que ça cache pas mal de choses que les gens n'expliquent pas forcément. Bien sûr. Et c'est une fuite. Tout souriant, tu vois. Mais non, juste rien que de le voir, ça me permet de le raconter, tu vois. Des fois, il y a des choses que je vois chez des gens et je le raconte comme si c'était moi qui l'avais qu'il avait vécu. Qu'il avait pas là. Parce que je parle pas de trucs en mode ouais, j'ai vendu ci, j'ai vendu ça. Non. Ou genre je suis passé par ci, par ça. C'est vraiment juste de raconter un sentiment universel, tu vois, qui est important. J'ai l'impression que c'est vachement important pour toi, là, plus que jamais, de parler des gens, en fait. En tout cas, que les gens puissent s'identifier à toi, quoi. C'est pas juste une thérapie, ta musique. Ma musique, déjà, j'ai envie qu'elle reste dans le temps, tu vois. J'ai envie que ça soit un panorama d'un moment T d'une société, tu vois, et d'un jeune d'aujourd'hui qui a mon âge, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il aime manger, c'est quoi son rapport à son téléphone, c'est quoi son rapport aux meufs. C'est vraiment faire un panorama de ce qui se passe aujourd'hui et que dans 10, 15 ans, on puisse écouter ça et se dire « Ah ouais, c'était comme ça, tu vois. » C'est comme ça qu'on vivait à cette époque-là ou qu'on ressentait les choses, ouais. Voilà. C'est pour ça que je reste très universel aussi dans les états d'âme que j'approche, tu vois, dans ma musique. Est-ce que ça te... Parce que c'est vrai que t'es jeune et il y a un truc, je pense aussi, chez les artistes qui est forcément... Enfin,
je trouve que c'est toujours, moi, en tant que quelqu'un qui n'est pas artiste, c'est toujours plus séduisant, tu sais, de voir quelqu'un qui... Tu sais, il y a un truc autour de la jeunesse qui est toujours, surtout quand tu prends de l'âge, qui est, comment dire, qui est toujours intéressant, le fait de raconter, tu vois, c'est James Dean, tu vois, genre la fureur de vivre, tu vois, c'est une époque, c'est un truc, même dans ce qu'il incarne physiquement. Et puis à un moment, et c'est ce que je te souhaite, c'est de vivre longtemps, tu vois, et de prendre de l'âge. Mais est-ce que ça te fait peur à un moment de, c'est pas encore le cas, mais de ne plus être jeune? Tu sais, parce que je trouve que dans ta musique, il y a ce truc-là, ce truc générationnel, ce truc de jeunesse, dans ce que tu racontes, dans la vie que tu mènes. Est-ce qu'à un moment, ça, c'est quelque chose qui peut te faire peur de prendre de l'âge, de ne plus être vu comme quelqu'un de jeune? Non, je pense que chaque année, en fait, je me sens mieux, tu vois. Okay. Donc, il y a vraiment un truc de... Non, limite, j'ai envie de vieillir. Okay. Je suis plus dans cette démarche-là. J'ai vraiment pas peur de grandir. Là, quand t'as vécu, quoi. Ouais. Et du coup, essayer de faire gagner du temps à certains jeunes qui, en James Dean, brillent. Ouais. T'as envie de les voir briller plus, mais pour ça, il faut des conseils d'anciens qui sont bienveillants avec toi. Tu vois. Quand tu parles un peu d'icônes générationnelles, est-ce que toi, il y a des icônes un peu qui t'ont marqué? Des icônes générationnelles, peut-être pour ta génération? De nous, là, en France? Ouais, par exemple, ouais. Qu'est-ce qui a pu te marquer, toi? C'est des gens que tu vois comme iconiques? Billy, pour moi, elle est iconique. Ok. Déjà, là, le fait qu'elle rafle 2 ans de suite les 3 récompenses les plus ouf dans ce moment, c'est... Ouais. Pour moi, elle est iconique de ouf. Même sa relation avec son ref, le fait que c'est une nana acharnée du travail, vraiment, tu vois. Qu'elle raconte qu'elle fait mot par mot, elle fait des compes. Ouais. Et puis je trouve que c'est une pop star en plus qui est... on parle de Billie Eilish pour les gens qui... Ouais. Bon, je pense que voilà. Mais qui est, comment dire... Elle aussi, qui est à la base, qui je trouve qui est radicale, en fait. Sa musique, elle est devenue... elle est devenue mainstream. Exactement. C'était mais pas en fait, du tout dans les codes. Exactement. Même visuellement. Il y a etc. le code. Tout à fait. J'espère. Tout à fait. Mais c'est vrai, c'est ça qui est intéressant, je trouve, même dans les nouvelles pop stars aujourd'hui, c'est qu'elles se formatent pas à une forme d'image un peu préconçue de ce qui est une pop star, tu vois. Mais c'est une pop star, c'est pas une rock star. C'est une pop star. Tu la vois comme une pop star ou une rock star? Je pense qu'elle a un peu des deux. Hein. Ok. Elle a un truc aussi arrogant, tu vois. Nonchalant. Ouais. Elle a pas peur de défier les gens, tu vois. Et les choses et de transgresser les règles. C'est comme ça qu'elle est devenue aussi iconique, tu vois. Ouais, c'est clair. Que ça soit par son style, en vrai, et par sa musique. Ouais. Est-ce que... Alors, si on revient sur ta musique, il y a aussi, je trouve, il y a toujours un travail, on a parlé au début du travail sur les visuels, il y a aussi un travail sur les prods, tu vois. Et je trouve que sur ce projet, notamment sur des morceaux comme J'ai failli, comme Couper des confettis, il y a aussi une ambiance très métallique, tu sais, très, très froide, en fait, sur ce projet-là. Comment t'es allé vers ce genre d'ambiance-là? Est-ce que ça t'a pris du temps? Avec qui t'as bossé aussi? Parce que je trouve que t'as vraiment réussi à planter un décor qui est vraiment... un manoir. Un peu, il y a un truc comme ça. Un piano désaccordé. Ah, c'est comme... Oui, c'est vrai, il y a un truc un peu comme ça. J'ai l'image maintenant. Mais comment t'as... Donc c'est ça que t'avais en tête, en fait? De ouf. Okay. C'était vraiment une image manoir. Après, j'ai bossé avec de vrais musiciens qui ont apporté vraiment leur côté organique et une autre dimension à ma musique. Donc, c'est pour ça que je te disais que ça tend un peu plus vers le rock. C'est que y a de la guitare électrique, il y a du piano, des pianos 2 accords en mode Beatles, tu vois, sur Arrête de pleurer. Il y a plein de références comme as que j'aurais pas pu avoir avec... Juste des machines. Juste des machines, exactement. Là, il y a une autre âme qu'il n'y avait pas forcément dans ma musique. Et ouais, non, c'était beaucoup de réarrangements. J'ai travaillé avec des beatmakers, avec des arrangeurs. Il y a certaines personnes qui ont eu un vrai avis sur le projet qui m'a fait tout changer. Ok. Donc, on est passé par plein de trucs. Le projet, il est prêt depuis longtemps. Juste, il y avait cette phase d'arrangement, de vraiment être juste sur chaque son, de raccourcir, d'allonger les sons. Il y a aussi plein de sons qui partent jamais, tu vois, dans ce projet. Parce qu'on prépare le live et que sur le live, on veut que ça parte. Donc, on veut laisser aussi une carte sur le live à jouer en mode on fait un autre truc en live. Et du coup, je suis accompagné par ces musiciens avec vraiment une iconographie forte, avec une scéno.
et un truc où on reprend en vrai les codes de la musique française, tu vois, de la French Touch, sur l'image, sur comment, tu vois, les Daft et tout. Bah d'ailleurs, tu cites 2 artistes, je crois, sur l'album. Tu cites notamment les Daft. Ouais, de ouf. Tu dis, je fais de la... Pardon, j'ai plus la phase exacte. Chanteur français comme les Daft. Voilà, merci. Ouais. Voilà, exactement. Donc c'est quelque chose qui t'a inspiré en tout cas les Daft. Et de ouf. Mais surtout sur l'image en vrai. Et sur le fait le braquage en vrai. L'idée de tout braquer. Ouais. Et l'autre artiste que tu cites, c'est Jul. Ouais. Est-ce que c'est aussi pour cette raison-là, pour ce braquage? Parce que t'écoutes encore Jul. Ouais, mais ça tu l'écoutes, bien sûr. Ouais. Mais c'est marrant, tu cites les Daft Punk et Jul. Je crois que c'est les 2 artistes, il me semble, les 2 seuls que tu cites sur ce projet-là. Bah pour moi, dans l'histoire de la musique française, là, si tu regardes, il y a Jul. Juste avant, il y a Daft Punk qui vraiment marque une couleur c'est ça, française. Bah, c'est vrai Jul, il a ramené son truc. Tu vois, c'est ça. Ouais, de ouf. Et pour moi, c'est ça que je voulais aller chercher. C'est pas copier les States, pas copier l'Espagne, pas copier trucs. Aller regarder dans notre histoire, dans notre patrimoine, tu vois, culturel, et d'y prendre les bons trucs et de laisser les moins bons, tu vois. Je comprends. Si on parle de patrimoine culturel, justement, il y a le dernier morceau qui s'appelle Les Crocodiles, qui est un morceau où tu parles notamment de tes grands-parents. Oui. T'as bugué, c'est pas vrai? Tu parles pas de... Je parle de toi. On fait putain le switch de fou. Et qui est un morceau que j'ai trouvé très touchant. Mais quand je parle de patrimoine culturel, c'est qu'il y a le refrain qui est, je trouve, qui est différent du reste de l'album, qui fait beaucoup plus chanson française pour moi. Et ça, je crois que je t'avais jamais entendu comme ça. Non. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose que t'as eu envie d'explorer à ce moment? En fait, l'histoire de ce son, c'est que ça fait très longtemps que je l'ai aussi, et que je l'ai laissé mûrir un peu de côté, et j'ai toujours eu cette fin-là, mais je voulais la faire chanter par... quelqu'un d'autre? Par quelqu'un d'autre. Je voulais Brigitte Fontaine, absolument. Ah ouais, tu vois. Et je crois que... on a eu des discussions un peu avec son management, mais je pense qu'elle n'a pas eu le temps ou l'énergie pour le faire. Et du coup, je m'y suis essayé. On a gardé ça comme ça, j'étais pas sûr. Et en le réécoutant, je me suis assumé, tu vois. Et je kiffe le faire en live, donc... Est-ce que c'est... Parce que tu sais, on parle de Jul. Je me suis découvert sur ça, en vrai. Mais on parle de rap, et je pense que tu as écouté beaucoup de rap, mais ça se voit dans ce que tu dis. Tu parles de rock, tu parles de Brigitte Fontaine, que tu as écouté d'autres choses aussi. C'est quoi tes autres... Est-ce que, en tout cas, pour ce projet-là, il y a des albums que tu as écoutés et qui ont pu, je sais pas, non pas t'influencer, mais t'inspirer dans, tu sais, genre des grands albums qui peuvent à un moment te donner de l'ambition pour ce projet-là? Est-ce qu'il y a eu des trucs? Ça va pas forcément être des albums précis. Ouais, des artistes peut-être plutôt. Ouais, c'est plus des artistes. En vrai, Massive Attack, Gorillaz, tu vois, dans l'alternative, vraiment. Massive Attack, moi, tu sais que j'ai découvert ça, genre, l'année dernière, vraiment. Gars, moi, je connaissais de nom, en fait, mais c'est incroyable. C'est n'importe quoi. Ouais, de ouf. Et en ce moment, j'écoute que des trucs comme ça. Genre, je suis que dans la découverte de trucs qui étaient huge de fou avant, et qui sont... Enfin, genre, je passe à côté, tu vois. Ouais, bah normal, après, en plus, c'est Massive Attack, enfin, t'es jeune, donc normal, tu vois. Mais du coup, là, c'est plus ça. Massive Attack, Gorillaz, Albarn, en vrai, juste sa carrière à lui tout seul. The Voids, avec Julian Casablanca, tu vois, qui apparaît dans avec les Daft, tu vois, bien sûr, Les Strokes, du coup, que j'ai découvert aussi il n'y a pas longtemps. Ouais, donc du rock au final. Enfin, du coup, je comprends aussi que le rock, c'est aussi une musique que t'écoutes en réalité. Ouais, de ouf. Enfin, ouais, complètement. Dernière question, est-ce que tu as un morceau préféré sur ce projet? Les Crocodiles. J'aurais dit pareil. Ouais, en vrai, Les Crocodiles. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une de mes plus belles chansons en termes d'écriture et en termes de sincérité aussi, tu vois. Et est-ce que tes proches l'ont écouté, cette chanson? Ouais, ma grand-mère l'a écouté. Comment elle l'a appris? Je crois, je sais pas. Tu sais pas? Je connais, c'est trop... Ouais, c'est trop personnel. Mais elle l'a écouté en tout cas. Ouais, elle a écouté. Moi, je l'ai fait pour elle en vrai. C'est ce que je dis dans la première phrase. Mon grand-père habitait une petite caravane avec ma grand-mère. Ma grand-mère était belle comme le jour à l'époque et elle l'est toujours. Donc, elle est toujours en vie, tu vois. Il me fallait que je le raconte avant. Voilà. Est-ce que c'est pas la meilleure manière de finir cette interview? Parlant de ta grand-mère. Solennel. Magnifique. Merci, Sean. Merci à toi, frérot.
Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.